Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre semaine de la CTI ou la CTI Week. Merci à tous de vous être connectés aujourd'hui, vous êtes bien nombreux. Et puis rebonjour à ceux qui se sont connectés déjà sur nos deux premières sessions sur la vision de la menace générale, qui était notre premier webinaire, et hier sur la session des établissements de santé. Pour ceux qui ne sont pas connectés, qui souhaiteraient les récupérer, vous aurez accès au replay. Donc, merci beaucoup à tous de vous connecter. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir animer ce webinaire avec un de mes collègues et Monsieur Torel qui nous fait le plaisir de participer à ce webinaire destiné aux administrations publiques et aux administrations territoriales. Donc aujourd'hui, on découpera un peu le webinaire en deux parties. Une première partie où Fabien, qui est donc le responsable de la CTI ou de la veille en menace chez Advance, nous fera un peu un retour sur l'année 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les principales attaques, les vecteurs de compromission qu'on a pu voir, le retour sur nos réponses à incidents, et puis commencer aussi à donner quelques niveaux de recommandations et de focus pour l'année donc 2023. Ensuite, on discutera avec Monsieur Torel, qui est donc le responsable du numérique et des environnements de travail au département de la Seine-Maritime, ou pour les initiés, le CD76, et qui a vécu une année 2022, on va dire, un peu particulière. Donc, on discutera un peu ensemble de qu'est-ce qui s'est passé en 2022, pourquoi ça s'est passé comme ça, comment ça a été géré, et puis surtout, comment en fait on continue et qu'est-ce qu'il prévoit de faire. Donc, un échange assez intéressant. Et puis à la fin, moi, je vous donnerai d'autres éléments pour aller plus loin de partage de contenu autour de la menace. Donc, rentrons directement dans le vif du sujet. Ah oui, je fais une toute petite parenthèse. Normalement, vous devez avoir aussi un petit logo avec un nuage en haut de votre écran. Ça vous permet de télécharger la présentation si vous le souhaitez. Alors, l'année 2022. Si on regarde un peu en vue d'hélicoptère ce qu'on nous a déjà dit sur l'année 2022, que ce soit dans la presse ou dans le rapport annuel de l'ANSSI, on pourrait se dire, et on doit se dire, que l'année 2022 était plutôt un bon cru. En effet, on a, suivant l'ANSSI, une baisse à peu près de 50% des incidents déclarés en France sur l'ensemble des secteurs. Et en fait, ça, c'est assez en ligne avec ce qu'on voit au parquet de Paris, cybermalveillance. On voit globalement une baisse légère des attaques réussies en 2022. Après, ce qu'on a dit aussi, c'est que depuis 7 ans, l'ensemble du secteur et l'ensemble des acteurs augmentent aussi très fortement leur investissement en défense, que ce soit la mise en place d'EDR, de généralisation du MFA, que ce soit aussi la génération des SOC internes ou externalisés. Donc globalement, on est aussi dans une massification un peu de l'investissement en défense. Et si on se dit que sur les 7 dernières années, on a une augmentation de 15%, ça fait en 7 ans globalement une multiplication de 3, un fois 3, sur les dépenses finalement en défense. Donc, on a un peu envie de s'attendre quand même à ce que ces chiffres de croissance qu'on voyait chaque année en termes d'attaques réussies allaient, si ce n'est baisser, se stabiliser. Maintenant, si on regarde un peu dans le détail ces chiffres, si on regarde 2022 par rapport aux années précédentes, 2020-2019, on est quand même encore dans des chiffres qui sont extrêmement en croissance. On est à quasiment x1,5, x2 des attaques réussies. Et surtout, quand on regarde dans le détail des secteurs, on se rend compte que globalement, les attaquants et la cybercriminalité va vraiment chercher le retour sur investissement le plus élevé. C'est-à-dire vraiment aller taper, entre guillemets, là où ça fait mal, là où ça passe, là où la réussite finalement de leurs attaques, qui sont opportunistes et finalement un peu toujours de la même façon, peuvent passer. Donc toujours dans ce rapport de l'ANSSI qui a été publié en début d'année,
on a deux secteurs, malheureusement, hein, que sont le secteur de la santé, les établissements de santé et les administrations publiques, qui ont vu respectivement leur nombre d'incidents déclarés et attaques réussies continuer d'augmenter considérablement. Donc pour les établissements de santé, on a une augmentation de 43%, hein, avec beaucoup d'attaques, hein, qui ont été médiatisées, Sud Francilien, Versailles, puis j'en passe d'autres. Et pareil, pour tout ce qui est administration publique, on a une augmentation de quasiment un tiers. Donc, encore une fois, on sait qu'on a des sujets de budget, des sujets de compétences, des sujets d'équipe. Mais voilà, on est encore une fois dans ces deux secteurs, dans un moment où l'analyse de la menace, la compréhension de la menace, l'investissement, hein, toujours finalement dans les outils de défense et dans les processus de défense sont importants. Donc le but aujourd'hui, voilà, c'est de prendre un peu de recul sur ce qui s'est passé en 2022 et de partager quelques bonnes pratiques pour essayer en 2023 de se dire l'ensemble des secteurs sera en vert, un peu comme on le voit ici. Donc Fabien, je te donne la main. Merci Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Hop, je passe la slide. Donc oui, je vais vous faire une petite rétrospective 2022 sur la menace et spécifiquement ce qu'on a pu constater dans le domaine des collectivités locales. Donc je vais continuer un peu dans la partie un peu chiffres métriques que vient de faire Guillaume. 2022 pour les collectivités locales, c'est quoi? C'est à peu près un peu moins d'une trentaine d'attaques, du moins connues. Disponible en public, on va dire. 29 cyberattaques de type rançongiciel qu'ont connu nos différentes collectivités locales. Il faut savoir que la France, au premier trimestre 2022, hein, c'était le deuxième pays le plus touché au niveau du secteur public, hein, des administrations publiques qui étaient le plus touchées dans le monde par des cyberattaques. Alors, des cyberattaques qui concernaient deux types, essentiellement, on va dire, du rançongiciel, à caractère rançongiciel, mais d'autres typologies d'attaques, on en parlera juste après. Concernant les rançongiciels, en fait, certains acteurs se sont distingués durant cette année. Donc, je pense notamment à Logbit, hein, qui a été assez virulent dans les attaques. Mais il y a aussi des groupes émergents qui ont commencé à faire leur apparition, notamment sur le second semestre 2022. Hein. Je pense notamment au groupe Play et aussi Orsema Gaillard. Alors, quelques constats. Comme l'indiquait Guillaume auparavant, et comme surtout mettait en exergue le rapport de l'ANSSI, il y a eu certes des baisses d'attaques par ransomware. Toutefois, il n'en demeure pas moins que les conséquences restent tout aussi dramatiques, toujours dramatiques. Les conséquences, elles sont simples, notamment si on part sur la partie collectivité locale. Hein, c'est un arrêt total ou partiel de l'activité avec un impact direct, notamment potentiel sur les usagers. Bon, 2023 ne va pas déroger à la règle avec l'actualité. Donc voilà. Autre élément aussi qu'on a constaté, et ça a notamment eu une conséquence, un constat en second semestre 2022, c'est une campagne massive en fait de phishing contre les collectivités locales françaises, et notamment avec l'utilisation de courriers émettrices d'autres collectivités ou d'autres institutions qui ont été victimes de précédentes attaques. L'avantage de ce mode opératoire, c'est que ça donne une certaine légitimité aux mails reçus, pouvant en fait baisser la vigilance de la personne qui a reçu ce mail. Alors, concernant les techniques utilisées, au niveau des vecteurs d'infection, les plus constatés, ils sont de 3 ordres. Hein. Le premier, c'est ce que je viens de vous indiquer, le campagne de phishing, et notamment le campagne de phishing qui peut être sur différents modes opératoires. Le premier, c'est avec des pièces jointes embarquées dans ces campagnes de phishing, dans ces mails. Alors généralement, ça peut être en effet des documents Office qui contiennent des malwares,
Néanmoins, Microsoft a été très prolixe pour mettre en place des contre-mesures, des correctifs pour limiter notamment les exécutions de macros depuis ces fichiers en provenance d'internet. Mais les attaquants sont tout aussi habiles et agiles pour changer leur mode opératoire et ont changé les typologies de pièces jointes qui pouvaient être associées qui accompagnaient ces mails. Donc on a vu notamment des pièces jointes de type LNK, de type ISO, où depuis janvier 2023, on a une recrudescence et l'emploi plus récurrent des fichiers de type OneNote pour exécuter du malware. Pas la spécificité, mais l'objectif de l'attaquant, pour inciter la victime à cliquer sur soit à lancer ces logiciels, ces fichiers qui sont en pièce jointe, c'est d'installer en fait un premier implant malveillant qui aura pour fonction après de pouvoir déployer d'autres malwares sur le poste compromis, voire ensuite sur l'infrastructure. Autre élément aussi dans les campagnes de phishing qui a été très constaté, c'est ne pas passer, par une partie, pièce jointe pour, installer un malware, mais surtout faire du vol de données et notamment des pages d'authentification, aux couleurs d'Outlook parce que beaucoup d'institutions utilisent, notamment, Outlook et Office 365 dans leurs organisations et en fait, les attaquants, arrivent à forger des mails, en indiquant, que suite à une maintenance informatique ou un problème, tiers, il fallait, que l'usager, l'agent se connecte, sur la plateforme avec un lien spécifique pour, remettre, ses logins mots de passe pour pouvoir, soit réactiver son compte, soit faire une pseudo, maintenance, de la part du secteur informatique. Et du coup, généralement, ces pages d'authentification qui sont bien évidemment, des fausses pages, sont très bien faites. Ils sont toujours faites, c'est quand même du coup assez ciblé, sont toujours faites avec les logos et les couleurs de l'organisme visé. Ainsi, les attaquants arrivent du coup la finalité, c'est surtout récupérer les logins mots de passe qu'ils utiliseront plus tard ou qu'ils revendront sur le dark web pour, d'autres acteurs malveillants. Donc, ça rejoint un peu sur le deuxième point qu'on a mis, compromission de compte de prestataire. Parce qu'évidemment, l'attaquant, s'il arrive à acheter en fait, des logins mots de passe d'un prestataire qui est utilisé dans une collectivité ou dans une entreprise, hein, pour pouvoir rentrer dans l'infrastructure, il va pas dépenser pardon, de l'argent, du temps pour pouvoir, forger une attaque, pour pouvoir, tenter de rentrer, sur le réseau de la victime, de la future victime. Mais s'il sait que telle entité, utilise tel prestataire et qu'il est en mesure d'avoir ses logins mots de passe parce que le dit prestataire a déjà fait l'objet d'une attaque, ça lui gagne du temps et du coup, il va le consacrer à autre chose plus tard dans les différentes étapes de l'attaque. Autre élément, bien sûr, de vecteur d'infection et c'est très courant, c'est l'utilisation de vulnérabilités. Alors les attaquants, ils vont surtout, évidemment, se concentrer sur les équipements qui sont exposés sur internet, donc on a les parties pare-feu. Ça va de soi, tous les pare-feux de type Fortinet, ils ont eu beaucoup de vulnérabilités, courant 2022, mais aussi les années précédentes, sont souvent tentés, ils sont souvent exploités parce qu'il arrive fréquemment que ces types de composants ne sont pas maintenus à jour correctement. Alors donc il faut savoir qu'un attaquant, il va pas se faire un focus sur les vulnérabilités 2022, il va essayer toutes celles qui existent auparavant et généralement, certaines d'entre elles fonctionnent, parce que, le suivi de la gestion de vulnérabilité a eu un petit problème et n'a pas été, mené correctement et du coup, il peut rentrer dans la place de cette manière-là. Autre élément, je pense aussi, c'est le cas notamment pour les entités, publiques, hein, les sites internet. Ils aiment bien, tout ce qui est, ce qu'on appelle du coup les CMS, hein, les sites internet qu'on peut forger de manière, rapide, et qu'on sait malheureusement que ces types de sites ne sont pas maintenus, à jour correctement. Mais ils utilisent ces sites pour les compromettre et surtout, hein, la finalité, c'est de récupérer les bases de données qui contient des logins, mots de passe d'usagers pour pouvoir soit les revendre ou les utiliser dans d'autres attaques.
Petit exemple aussi d'exploitation qu'on a constaté, lors de nos réponses incidents, lorsque l'attaquant est au sein de l'infrastructure, hein. L'utilisation, de vulnérabilités qui touchent directement les systèmes d'exploitation les plus couramment utilisés dans les entreprises ou dans les entités publiques, hein. On a constaté l'exploitation de PrintNightmare et Petit Potam sur nos différents, incidents, et comme vous pouvez constater, ce n'est pas non plus des vulnérabilités récentes qui ont été utilisées. Autre petite technique alors les autres techniques où nous on a constaté notamment dans le cadre de l'exploitation, là je viens de vous énumérer de manière assez succincte la partie, vecteur d'infection. L'attaquant veut rentrer dans la place. Nous partons dans le principe qu'il est réussi à rentrer dans la place, soit par du phishing, soit par une utilisation d'une vulnérabilité. Mais quand il est au sein de l'infrastructure, au moins d'un poste compromis, l'objectif d'un attaquant, il va de soi, c'est de pouvoir se latéraliser, en fait, de faire une reconnaissance de l'ensemble de l'infrastructure pour pouvoir voir ce qu'il peut mener comme action. Alors, généralement, les attaquants, il y a encore quelques années, forgeaient eux-mêmes des outils pour pouvoir mener ces opérations, mais ces outils étaient facilement repérables par les différents dispositifs de sécurité. Du coup, ça pouvait généralement les bloquer dans leur élan. Mais du coup, les attaquants, comme je vous indiquais, sont très agiles et très ingénieux. Ils ont dit: «Pourquoi je vais m'embêter à faire certaines opérations, sachant que, notamment, les systèmes d'exploitation courants me permettent d'avoir des outils déjà en place pour pouvoir faire certaines activités». C'est notamment le cas en utilisant WMIC ou des commandes PowerShell, basiques pour pouvoir faire des types de reconnaissance ou des actions d'administration, sur les divers postes de l'infrastructure. Ça a une incidence particulière, notamment dans la défense de son infrastructure et notamment la surveillance, hein. Ce qui fait que, quelle commande est légitime par rapport à une autre, en fait. D'où l'importance de bien voir, en fait, de bien, journaliser les diverses activités qu'on peut rencontrer, de voir quand est-ce que c'est, de légitimer, on va dire, ces types d'actions, c'est-à-dire, qui c'est qui l'a exécuté. Si j'ai la secrétaire, une secrétaire qui lance la création d'un compte sur l'Active Directory à 3 heures du matin, c'est peut-être pas légitime. Donc, voir exactement ce qui s'est passé. J'exagère un peu le trait, mais c'est dans ce principe-là. Donc là, on ça fait une petite énumération. Il y a aussi des outils, par défaut qui sont utilisés par les administrateurs système. Je pense au site internal, qui utilisent certains outils pour faire leur administration. Bah, c'est un peu l'arroseur arrosé, c'est que l'attaquant va utiliser ces mêmes outils pour continuer ses attaques. Alors, l'attaquant aussi, notamment dans la partie, garantir son accès, sur l'infrastructure qui a été compromis. Il a diverses techniques, en fait, pour vraiment garantir son accès. Alors, il peut installer des tâches planifiées quand sur un des postes, ce qui fait qu'à chaque redémarrage, ça va réexécuter ou réinstaller un implant qui permettra d'avoir toujours la main dessus. Alors généralement, ce type d'implant, ça peut être aussi des outils de type RMM qui permettent en fait de faire de l'outil d'administration. C'est des outils de base légitimes, hein, qui permettent de faire des outils de prendre à distance un poste, pour pouvoir faire des actions. Bah, les attaquants utilisent ce type d'outils pour, pouvoir se reconnecter sur les postes compromis et continuer aussi de l'installation de d'autres implants ou outillages qu'il a besoin pour mener ses attaques. Autre technique, ce qu'on a dit qu'au-delà de la tâche planifiée, c'est l'exécution d'un plan à l'ouverture de session qui sont implantés, dans les tables de registre qui permet qu'à chaque redémarrage, il y a une exécution. Autre constat, c'est qu'il y a aussi les attaquants, déploient leurs outillages, via les infrastructures de la cible, c'est-à-dire, via des GPO avec l'Active Directory. Bon, si l'attaquant arrive déjà à déployer une GPO depuis l'Active Directory, c'est qu'il est très implanté dans votre système et bon, bah, c'est mal parti. Ou sinon, il va utiliser, les serveurs, SCCM pour déployer aussi, leurs différents outillages. Petit constat qu'on a fait aussi sur les emplacements de certains implants malveillants, bah, l'attaquant pour qu'il essaye d'être le plus furtif ou, le plus légitime dans ses actions, bah, il va pouvoir, déposer ses malwares ou ses librairies ou ses outillages, dans les dossiers temporaires, ces temp qu'on peut avoir notamment dans Windows et qui est utilisé de manière,
légitime par les différents dans son fonctionnement de son système d'exploitation. Donc on retrouve de manière récurrente des fichiers de type DLL exécutables pour que le système puisse fonctionner. Bah, l'attaquant va déposer notamment ces implants-ci pour essayer de se noyer dans la masse. Ou sinon, il va télécharger certains éléments sur l'environnement de l'utilisateur dans le dossier image téléchargement de l'environnement de la victime. Alors, de même, la finalité d'un attaquant, c'est bien sûr rentrer sur la place, mais c'est aussi récupérer l'information parce que c'est comme l'indiquait Guillaume, les données qu'il va récupérer, c'est monnayable et c'est attractif pour lui. Dans la majeure partie des cas, l'extraction se fait en fait à destination de plateformes d'échange, notamment Mega, c'est le plus couramment utilisé en fait, hein, pour exfiltrer les informations. Vous vous doutez bien que l'attaquant, il va pas faire de l'extraction d'un seul coup en one shot, qui pourrait être, si c'est volumineux, pourrait faire susciter une alerte au niveau de la télémétrie, si vous faites une surveillance télémétrique de vos flux de sortie. Mais il va le faire par manière périodique pour pouvoir faire son exfiltration. Ce qui implique qu'un attaquant, quand il mène une attaque, il peut être là depuis quelques heures à quelques semaines sur votre système qui a été compromis. De même, énormément d'activités qui ont été constatées sur les différents incidents ont été effectuées en HNO. Donc, on reste toujours sur le même principe, sur la partie un peu surveillance, monitoring. Bah, si vous avez des activités de type administration, des activités de création de comptes ou même de sortie de flux un peu inhabituels en HNO, bah, toujours garder ce principe de bien veiller ce périmètre-là. Alors, on voulait vous faire un petit focus, oui, sur l'EDR. Alors l'EDR, tout le monde sait ce que c'est un dispositif essentiel, un maillon important de la défense en profondeur. Mais souvent le constat, c'est quand on est sur des incidents, on nous dit oui, mais attendez, je comprends pas, j'ai un incident et j'ai un EDR, comment ça se fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, un EDR, c'est un élément important, mais c'est pas non plus la garantie que rien ne se passera sur votre système. Pourquoi? Parce qu'il existe aujourd'hui des possibilités de contourner un EDR. Non pas parce que l'EDR ne fait pas son travail, mais surtout parce qu'en fait, il existe des techniques d'attaque basiques, pas basiques, des techniques d'attaque qui existent, qui permet en fait de détourner des fonctionnalités du système d'exploitation. Qui fait que, alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais vous avez notamment ce qu'on appelle les détournements de hook ou les suppressions de callback, bon, peu importe, mais où il y a des fonctionnements système du système d'exploitation qui peut être contourné par l'attaquant et qui peut en fait leurrer l'EDR pour certaines attaques. Alors des fois, quand c'est mal fait, quand l'attaquant a eu un peu les gros doigts, si je veux schématiser et vulgariser, il a eu les gros doigts sur ses programmes, bah, du coup, c'est détecté par l'EDR, mais s'il arrive à faire correctement quelque chose de bien ficelé, bah, parfois l'EDR saura leurrer. Autre point, et c'est extrêmement important, et je veux faire un gros focus sur le sujet, c'est les listes d'exclusion qui peuvent être trop permissives. Quand on déploie un EDR, on peut dire, bah voilà, je veux pas que cet environnement, ce périmètre-là, cette arborescence-là, soit surveillé par l'EDR pour X ou Y raison, parce que c'est une question de métier. Si j'installe ce logiciel, il a beaucoup de comportements qui fait que l'EDR va peut-être susciter des alertes et ça va faire sapin de Noël et du coup je veux pas, donc je veux pas que cette arborescence ou ce périmètre-là soit surveillé par l'EDR. Alors, par question de facilité peut-être, mais des fois, on va cumuler ces listes d'exclusion qui fait que le périmètre qui ne sera plus surveillé va s'agrandir et in fine, bah, à un moment donné, bah, les attaquants vont se positionner, se trouver dans ce périmètre qui est exclu et du coup, bah, il va pouvoir mener ses attaques, mener ses activités sans pour autant que l'EDR puisse le détecter. Et enfin, un troisième point qui est aussi très important, c'est qu'un EDR reste un logiciel. Et à ce titre, il doit être maintenu et il doit faire partie dans les priorités de gestion de vulnérabilité. Dès qu'il y a un correctif qui est apporté sur un composant EDR, il faut absolument que l'EDR soit patché. Petit retour, qu'on voulait vous faire un petit feedback sur notamment les différents incidents CSIRT auxquels on a participé.
où nous sommes intervenus. Alors déjà, on veut planter un peu le périmètre, c'est qu'il existe 2 types d'interventions dans un CSIRT. Ce qu'on appelle les larges périmètres et les périmètres un peu plus restreints. Périmètre plus restreint, c'est on nous a sollicité pour faire une analyse sur un serveur ou quelques postes. Qui fera que, sur ce périmètre-là, on ne pourra pas avoir, s'il y a eu une compromission, une attaque, complète du mode opératoire de l'attaquant parce qu'on est vraiment sur un périmètre extrêmement restreint. On ne saura pas par où il est rentré, on ne sait pas s'il a exactement exfiltré, on n'aura qu'un bout de son attaque. Ça va de soi, lorsqu'on est sur du large périmètre, lorsqu'on est vraiment sur des grosses attaques, là, on sera, je dis bien peut-être en mesure de faire une timeline, ce qu'on appelle notamment la partie kill chain, les différentes étapes du mode opératoire de l'attaque, pour pouvoir comprendre comment l'attaquant est rentré et comment il a procédé, jusqu'où il a compromis l'infrastructure. Pourquoi je vous dis peut-être et pourquoi je vous mets un peu cette notion-là, c'est qu'un attaquant, et ça va faire écho à ce que je vais dire juste après, hein. C'est qu'un attaquant, aujourd'hui, il s'attarde à effacer le maximum de traces. C'est-à-dire qu'un CSIRT, quand il intervient, il va faire des prélèvements sur les différents systèmes, les équipements, les postes, les terminaux. Il va aussi récolter énormément les journaux d'activité qui sont monitorés par les serveurs. Et les attaquants, et notamment dans la partie des ransomware, hein, ils aiment bien essayer de soit chiffrer ces journaux ou de complètement les détruire pour limiter au maximum les analyses des équipes dédiées. Donc petit focus, ça fait écho à ce que j'ai marqué juste en dessous, hein, c'est concernant les journaux d'activité qui font des fois défaut lors de nos analyses. Ils font défaut par quoi? Pourquoi? Parce que ça arrive parfois qu'en fait, il y a des absences de journaux de type réseau au système, hein. Alors c'est dû soit à un mauvais paramétrage malheureux de la partie administration ou comme je venais de vous l'évoquer, hein, une action volontaire de l'attaquant. Autre élément qu'on remonte aussi, hein, c'est que généralement le contenu de ces journaux d'activité, bah, parfois ils sont pas assez détaillés, pas assez verbeux, pour que en fait on puisse réellement avoir tous les éléments techniques pour pouvoir, pour avoir une bonne compréhension, une granularité sur la compréhension de l'attaque. Alors l'ANSSI met à disposition notamment, hein, des guides sur le sujet et qui sont très détaillés et on recommande bien évidemment de les appliquer. Autre élément, c'est, le délai de rétention de ces journaux d'activité. Alors parfois, je sais que c'est un coût, hein, pour les entreprises ou pour les entités, les organismes, mais ça arrive fréquemment qu'en moyenne, on arrive et l'organisme ou l'entité a, que 2 ou 3 semaines de log de journaux d'activité à disposition. On restant dans l'optique où il a tous les journaux qu'on a besoin avec, le côté verbeux. Le seul problème, c'est comme je vous l'indiquais auparavant, c'est qu'un attaquant, il peut être là depuis X semaines sur le réseau compromis. Et donc du coup, si on n'a pas le spectre de tous ces journaux d'activité, ben, on sera un peu aveugle sur certaines des activités de l'attaquant. Autre élément aussi qu'on a un peu constaté, c'est le délai d'intervention d'un prestataire, de la victime. Je vais prendre un exemple tout bête, c'est notamment lorsqu'on intervient, on doit mettre en place une bulle de confiance sur lequel on va faire une reconstruction notamment peut-être de l'infrastructure. Il arrive que chez les victimes, ce côté administration, réseau est, externalisé et par conséquent, on va donner les recommandations pour créer les bulles de confiance. Donc ils vont faire part de cet effet au prestataire avec une demande d'intervention assez rapide parce que c'est extrêmement urgent de mettre cette bulle de confiance pour continuer à travailler correctement. Bah, il peut s'arriver que les prestataires indiquent que ce n'est pas indiqué dans le contrat et dans les clauses et que par conséquent, bah, ils n'interviendront que dans X jours et pas dans X heures. Donc c'est un élément que je pense, on voulait vous remonter, qu'il faut faire bien attention lorsque vous faites les contrats au niveau des clauses, de dire, voilà, dans le cas d'un incident cyber, en combien de temps, de fixer un peu le temps d'intervention du prestataire. Et dernier point, alors là, on est plus en effet sur la partie, périmètre un peu plus restreint dans les investigations, dans les incidents, c'est des déclarations tardives d'un incident, en fait. On va dire que la victime, soit s'est rendu compte ou se rend compte de manière assez tardive d'une compromission et du coup demande une intervention
Et du coup, on va dire si l'attaque a eu lieu ou la compréhension a eu lieu il y a plus de 6 mois et que on revient sur ce qu'on venait de dire juste auparavant, hein. Il n'y a pas les journaux d'activité où depuis le temps, les serveurs ont été redémarrés X fois. Ça va être très compliqué de pouvoir, faire une analyse, avec une granularité, sur les comptes rendus de l'analyse. Alors, je viens de vous dresser un peu les constats, les tableaux que nous on a vus sur l'année 2022 et notamment avec un petit focus sur la partie, collectivité locale. Quelques recommandations, que certaines seront de bon sens, mais on préfère quand même les rappeler. La gestion de vulnérabilité, il faut limiter au maximum sa surface d'attaque, avec bien évidemment maintenir à jour ces équipements qui sont essentiellement exposés sur internet, mais pas que. Alors, je pense à mes amis RSSI qui disent: «Oui, mais attendez, quand j'ai 500 correctifs à passer, comment je fais? Je priorise comment?» Alors, il y a certaines métriques, ça ne fait pas tout, je précise, ça ne fait pas tout, ça n'enlève en aucun cas la partie analyse de risque. Mais il existe des métriques qui peuvent apporter un appui, en fait, aux décideurs dans ce domaine-là. Bon, tout le monde connaît la partie CVSS-V3, donc la note de criticité d'une vulnérabilité, mais vous avez aussi, la métrique EPSS du FIRST qui est en fait une métrique qui donne une probabilité d'exploitation d'une vulnérabilité. Le CISA a aussi mis en place un modèle, un modèle, de décision, un modèle décisionnel qui s'appelle, SVVC, qui est disponible sur le site du CISA, qui peut apporter un appui sur, l'aide à la décision pour un peu prioriser, la gestion des vulnérabilités. Mais il va de soi que évidemment les éléments qui sont en périphérie et en périmétrie, exposés sur internet et les éléments de sécurité doivent être bien évidemment maintenus à jour, constamment. Cloisonner, c'est bien essentiel. Donc, qu'est-ce que c'est un bien essentiel? On pense bien évidemment à l'Active Directory, parce que comme je vous l'ai évoqué un peu plus tôt, c'est lorsque l'attaquant a pris la main sur l'Active Directory, c'est fini, hein. Vous pouvez considérer que votre système est complètement compromis. Donc, il faut tout reconstruire. Donc, par conséquent, il y a des bonnes pratiques, notamment, le Microsoft a mis en place un peu des méthodologies qui s'appellent le tiering model. La philosophie, c'est de créer des couches, 3 couches, pour, cloisonner, les différentes, services et activités, d'un système, informatique, d'une infrastructure. Vous avez la première couche, la couche 0 dans lequel vous trouverez tous les serveurs, d'identification, donc on pense à l'Active Directory, dans lequel en fait il y a des comptes, admin, dédiés à cette couche-là et qui ne peut que se connecter qu'à cette couche-là. La couche, dessous, la couche 1, c'est tous les serveurs, services. On va retrouver le SCCM, le WSUS, voilà et de même, pareil, des comptes administrateurs, dédiés, à cette couche-là et in fine, la dernière couche qui est la couche où se trouvent tous les postes de travail, imprimantes, terminaux, et pareil, un compte administrateur, pour cette couche-là. Alors je sais qu'on va me dire: «Oui, mais d'un coup, ça fait trois comptes administrateurs par 3 couches, ça devient un peu lourd». Oui, mais c'est un gage, c'est pas un gage, c'est une bonne pratique qui pourra limiter en fait, limiter, l'avancée d'un attaquant sur un réseau. Autre élément, un audit régulier des comptes utilisateurs services, mais surtout les comptes à privilège, je pense aux administrateurs. Suite à un départ, suite à une mutation interne où une personne est administrateur de tel environnement et il n'est plus administrateur, donc bien vérifier qu'on lui a retiré ses droits. C'est des choses toutes bêtes, mais c'est des choses qui sont nécessaires. De même, voir les derniers comptes qui ont été créés, voir si les comptes qui ont été créés sont légitimes, parce que l'attaquant, il aime bien créer ses propres comptes, sur l'AD pour garantir un accès aussi. Donc bien vérifier cela. Quand j'indique segmenter vos services, ça fait écho au cloisonner, bien évidemment, cloisonner, c'est bien essentiel, mais notamment l'accès aux serveurs de sauvegarde. L Les sauvegardes, c'est essentiel pour faire une reprise d'activité, un PCA, PRA en cas d'incident. Un attaquant Pour un attaquant notamment, les serveurs de sauvegarde est aussi une priorité parce qu'il a bien compris que s'il arrive à détruire les sauvegardes ou à chiffrer le serveur de sauvegarde, la reprise va être très, très, très compliquée pour l'entreprise ciblée et du coup, il pourra toujours faire pression, notamment je pense au ransomware, hein, il pourra toujours faire pression pour qu'il y ait une tentative de paiement de rançon.
Donc pareil, il faut avoir une politique à ce sujet, à prendre en considération, sur, comment on articule notre serveur de sauvegarde. Est-ce qu'on fait notamment des copies de sauvegarde, décorrélées pour être certain que tout qu'on garantit, une reprise d'activité? Et surtout, bien évidemment, c'est de tester les jeux de sauvegarde parce que, c'est généralement, ça arrive fréquemment, on attend qu'on ait un incident pour dire: «OK, je recharge mes sauvegardes». Et manque de bol, les sauvegardes sont rarement sont pas bonnes, il y a des soucis, du coup, bah, la reprise d'activité en prend un coup, ça va de soi. Et ça fait écho aussi à ce que je vous ai évoqué précédemment. La durée de rétention des journaux d'activité est essentielle aussi pour qu'en cas d'un incident, nous puissions avoir une vision claire de ce qui s'est passé. Évidemment, un volet détection, hein, avec la mise en place de dispositifs de sécurité, et de monitoring et surtout une surveillance accrue, à destination avec des activités, d'administration qui peut être fait en heures non ouvrables, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, hein. Aussi, tout ce qui est connexion RDP, donc l'utilisation d'outils de prise à distance, comme je l'indiquais, c'est, une des techniques utilisées par les attaquants pour pouvoir garder une certaine persistance ou de pouvoir déployer d'autres outillages, à différentes fins. Donc toujours monitorer ça, c'est extrêmement important, légitimer ces types de connexions et de même, monitorer, lorsqu'un dispositif de sécurité, a un arrêt ou une désactivation, on va dire inopinée, légitimer toujours, ce type de désactivation pour voir ce qui s'est passé. Et un dernier point, bien évidemment, c'est sensibiliser. La défense, c'est un tout, c'est l'analyse de risque, c'est la mise en place de la gestion de vulnérabilité, d'un dispositif de détection, d'une surveillance, mais aussi de sensibiliser parce que l'humain reste la une des u un élément fondamental pour moi, dans la protection et la sensibilisation, est très important pour ce volet-là. Et autre et dernier élément qui n'est pas précisé dans la slide, c'est préparer. Se préparer, c'est-à-dire, bah, se mettre un peu, faire des exercices, se mettre en situation de crise pour voir comment on réagirait si, les différentes étapes, fiches réflexes qu'on peut établir seraient en mesure, d'être appliquées par les différents protagonistes de l'entité. Alors pour cela, il faut savoir que le CERT Advance et le CERT Société Générale ont collaboré pour mettre en place des fiches réflexes, des IRM, à disposition, qui sont disponibles sur le GitHub d'Advance notamment. Des petites fiches réflexes qui vous sont mis à disposition pour vous dire un peu les différentes étapes à appliquer en cas de crise, en cas d'attaque, selon la typologie de l'attaque. Et j'en ai terminé pour ma part. Je vais passer la main à Guillaume. Merci Fabien pour cette partie-là. Effectivement, je fais une transition avec ce que tu nous disais Fabien. Fabien, je vous donnerai les liens en fin de webinaire, mais vous pouvez retrouver dans le rapport annuel sur la menace qu'on publiera en fin de semaine l'ensemble de tout ce que vous a partagé Fabien, en beaucoup plus détaillé. Et les fiches réflexes, hein, extrêmement importants. C'est vraiment des contenus de très très bonne qualité. Hein. On en a une vingtaine co-construits avec le CERT de la Société Générale. Je vous donnerai aussi le lien en fin de webinaire. Je vous incite vraiment à les télécharger. Elles sont gratuites, elles ne vous demandent rien du tout. Prenez-les, utilisez-les, donnez-les à vos collaborateurs, partagez-les autour de vous. Voilà, on est souvent en manque un peu de contenu, d'aide, de pense-bête, donc elles sont vraiment de très très bonne qualité. Maintenant, Jean-Christophe, merci d'être avec nous dans ce webinaire. On va un peu parler de votre année 2022 qui était un peu particulière. Mais peut-être vous pouvez vous présenter au début pour les participants. Oui, bonjour à tout le monde, vous m'entendez bien? Bon. Oui, Jean-Christophe Leval, je suis directeur du numérique et des environnements de travail pour le département de la Seine-Maritime. Donc, j'ai en charge tout ce qui concerne la DSI, le développement du numérique sur le département. Très bien. Donc, comme je disais, votre année 2022 a été un peu particulière, on va dire. Peut-être vous pouvez nous redonner rapidement les faits de qu'est-ce qui vous est arrivé en 2022, puis après on discutera un peu de pourquoi et de qu'est-ce que vous avez fait pour la suite. Ce qui nous est arrivé, c'est ce dont nous venons de parler
précédemment, ce que vous avez présenté, hein, c'est une attaque qui a suivi le département le 8 octobre dernier, donc, avec un chiffrement d'une partie de nos serveurs applicatifs et un SI paralysé, puisque ce qu'on a subi, c'est une attaque majeure, une compromission de notre SI, et puis une attaque somme toute assez courte, puisque elle a duré 6 heures, mais une intrusion qui s'était mise en place depuis 4 jours, et en 4 jours, la possibilité on a donné la possibilité à nos attaquants de s'organiser et de nous attaquer fortement. Mais ce qui fait que vous aviez un certain nombre de défenses quand même en place, que vous aviez déployées maintenant depuis pas mal de temps. Par rapport à cet événement, selon vous, c'est quoi l'élément peut-être qui a, je ne vais pas dire être défaillant, mais qui a manqué ou peut-être qui a laissé finalement une porte d'entrée à vos attaquants? Oui, on se prépare tous, enfin, je pense, l'auditoire se prépare à ce type d'action. Hein. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur la sécurité de notre SI, avec la mise en place d'un certain nombre de choses, une politique de sécurité, un certain nombre d'actions que nous menons depuis des années. Alors peut-être un peu orienté pour nous sur la sécurité du SI au sens exploitation, au sens cyber aussi, mais plus sur de la reprise d'activité, sur de la sécurité cyber également, mais sûrement moins importante que ce qu'on avait imaginé jusque-là. On y travaillait depuis plus d'un an, puisque on a travaillé dans le cadre du plan France Relance à un plan d'action, et un plan d'action qui était prévu sur 2022-2025 pour renforcer notre sécurité avec beaucoup d'investissements prévus sur cette période-là. Donc, ce qui nous a manqué, c'est du temps, c'est des outils, un peu une organisation liée à ce point particulier qui est une attaque majeure cyber, même si, comme je vous disais, on avait déjà un gros travail de préparation qui avait été mis en place depuis quelques années et ces derniers mois également. Et à l'inverse, donc là, on parlait du côté un peu négatif, mais finalement, votre attaque, elle a réussi à être quand même plus ou moins contenue, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même des très bons réflexes, notamment de vos équipes. Plutôt que de parler maintenant que du négatif, qu'est-ce qui a au contraire aidé finalement à limiter l'impact de cette cyberattaque et qui ont été plutôt les bons réflexes pendant l'attaque et en suivant de l'attaque? Effectivement, il y a du négatif. Quand on fait le bilan, on en voit aussi beaucoup de positifs. Du positif parce que nous n'étions pas non plus, comme je vous le disais précédemment, sans outils, sans des moyens de défense, puisque nos moyens de défense ont fonctionné en partie. Je pense que l'attaque aurait pu être beaucoup plus sévère et elle l'a été sévère, mais elle aurait été beaucoup plus sévère si on n'avait pas eu ces moyens de défense. On a pu contrer l'attaque en partie, et puis aussi une organisation. Il est important d'avoir une organisation en place, en particulier pour nous un système d'astreinte qui est fonctionnel, qui a pu mettre en place sa cellule d'alerte, un dispositif de crise qui a été très vite agité, et puis une équipe qui était déjà en partie préparée à ce type d'attaque, même si voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on a su réagir, comme je vous le disais, 6 heures. Vous le faisiez remarquer tout à l'heure dans la présentation, mais les attaques arrivent souvent en week-end, en heure non ouvrée, parce que c'est là où ça laisse plus de temps à nos attaquants de se mettre en place et puis de faire du mal. Et donc, on a effectivement pu libérer les ressources chez nous
nous mettre en mode réaction très, très rapidement. Et contrer 10-6 heures, c'est beaucoup parce que ça fait beaucoup de dégâts, mais c'est peu en mode lors d'une attaque. On a pu voir d'autres structures où quand ils y passent la nuit ou le week-end, ça fait des dégâts qui peuvent être immenses. Et justement, vous, ça a été plutôt en HNO l'attaque, les premières prémices de déploiement? L'intrusion a eu lieu, la première intrusion pour nous, lorsqu'on fait la timeline, c'est le 4 octobre, donc 4 jours avant. Et effectivement, l'attaque a lieu un samedi matin très tôt et se déroule jusqu'à fin de matinée pratiquement. Donc oui, c'est une attaque HNO qui s'est déroulée chez nous. Et effectivement, vous faisiez remarquer que malheureusement, quelles que soient les défenses ou la préparation qu'on peut avoir, c'est jamais bulletproof, hein, comme on dit. Mais par contre, le fait d'avoir été préparé, le fait d'avoir un système d'astreinte, le fait d'avoir aussi des outils qui vous donnent un historique et des journaux, comme parlait Fabien tout à l'heure, ça limite quand même le temps, finalement, l'investissement même dans la phase d'intervention sur incident. Je cite juste un petit chiffre qu'on a dans notre rapport et que l'équipe de Fabien et du CISERT nous remonte. C'est que oui, on disait tout à l'heure que l'EDR, ce n'est pas l'outil magique. Par contre, entre un EDR en place et un EDR non en place, on a à peu près un rapport de 1 à 2 du nombre de jours hommes nécessaires en intervention sur incident. Donc, encore une fois, c'est assez important de dire que ce n'est pas parce qu'on a une attaque que en fait, l'investissement qui a été fait en préparation, en formation des équipes, en outillage, etc., est inutile. Parce que le coût, il se compte même après, finalement, une fois l'incident. Donc, vous êtes d'accord avec cette analyse? Tout à fait. En tout cas, il est important de continuer à investir sur ce type d'outils. En tout cas, l'idée n'est pas de venir sur les outils, mais sur un peu notre retour d'expérience. Mais effectivement, les investissements qu'on met en place, c'est des temps de réaction plus courts, c'est une connaissance de ce qui se passe sur nos réseaux, c'est de l'analyse comportementale comme on peut le faire, c'est effectivement une intégration avec un partenariat avec un SOC, et le partenariat que nous avons ensemble nous permet aussi de nous faire avancer sur la connaissance de ce qui se passe sur nos réseaux. C'est tous ces sujets d'investissement qui sont jamais à perte, qui nous permettent de réduire effectivement les temps de réaction dans nos actions. Et surtout Et donc justement, vous parliez du cheminement ou des choses à faire. Passer l'année 2022, un peu mouvementée, comme on dit, c'est quoi maintenant devant vous avec justement l'expérience un peu, on va dire, difficile qu'il y a eu? C'est quoi vos sujets premiers, on va dire, d'investissement ou d'amélioration par rapport à ce que vous aviez déjà? Alors déjà, beaucoup de choses ont été faites puisque, comme je vous le disais, on était dans le cadre d'un plan France Relance avec une feuille de route importante qui avait été fixée quelques mois avant l'attaque, avec du réinvestissement qui était même prévu quelques jours avant l'attaque, puisqu'on se savait, comme tous, potentiellement attaquable. Donc, on a, nous, anticipé, alors sur la partie outillage, on a anticipé beaucoup d'investissements, puisque quasiment sur 3 mois, on a réalisé l'investissement et l'installation de nouveaux outils par anticipation. On a pratiquement anticipé 1 année et demie d'investissement dans le cadre de cette cyberattaque. Mais on a aussi mené un certain nombre d'actions sur notre organisation, comment s'organiser en cas de cyberattaque. On a vu qu'on a pris quand même, on avait des choses qu'on avait déjà préparées dans les mois précédents, en particulier l'organisation de notre démarche en cas de cyberattaque, en particulier comment s'organiser avec nos partenaires et nos structures de cyberdéfense, puisque
lorsque nous avons été attaqués, très vite, nous avons mis en place notre cellule de crise, nous avons mobilisé nos spécialistes parce qu'ils étaient mobilisables, hein, aussi bien sur les équipes cyber internes au département, mais aussi les externes qui sont intervenus en HNO dans les 6 heures également. On a mis en place toutes nos procédures qu'on avait déjà identifiées dans le cadre de notre PCA, donc avec la partie alerte et communication. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui étaient déjà existantes, hein, chez nous. Parce que la première étape dans les premières heures, on a sorti notre petite valise pour dire voilà comment on s'organise, et on avait déjà des choses de préparées. Alors après, dans le constat, effectivement, on voit que ce qu'on a préparé, ça fonctionne sur le papier. Il y a des choses qui fonctionnent moins bien, et c'est ce qui nous permet d'avoir ce retour d'expérience. Il y a des choses qu'on voit être faciles à mettre en œuvre, et d'autres où on sent bien les manques dans notre organisation. Et après, peut-être une question d'un sujet dont on parle peu finalement, c'est comment ont vécu psychologiquement votre équipe et vous-même cet incident? Parce que c'est le premier sujet, d'abord, c'est les personnes, hein, qui le vivent et qui doivent le traiter. C'est toujours assez stressant finalement. Comment vous l'avez vécu, vous et votre équipe, ce moment-là? Ça se vit pas bien, c'est difficile. Effectivement, ça demande de maintenir un collectif en place, le mobiliser. Enfin, pour vous donner un ordre d'idée, hein, pendant les 5 semaines qui ont suivi la cyberattaque, il n'y a pas eu de week-end. Les soirées ont été poussées de 7h du matin à minuit et des fois un peu plus tard. Les ponts ont sauté, les vacances ont sauté pour une partie des équipes. Donc oui, ça veut dire qu'il faut maintenir un collectif et pour que tout se déroule le mieux possible. On avait un PCA avec un PRA également, donc il a fallu suivre un petit peu notre démarche, tant l'accompagnement de la direction générale sur la mise en place des conventions avec les pairies, puisque il a fallu qu'on puisse assurer la paye, le versement de l'aide sociale, et donc tout ça se met en place, la communication aussi institutionnelle, et puis en parallèle, c'est maintenir, s'assurer qu'on serait en capacité, dans des délais très courts, de rétablir les services, et en particulier la paye suivante, puis le versement des aides sociales suivantes. Tout ça est cadencé dans notre rythme, et donc effectivement, on est sur une période de forte réactivité, de forte tension au niveau des équipes. Il faut emmener tout le monde. Tout le monde était bien conscient des enjeux chez nous, d'un redémarrage. Pour vous donner quelques ordres d'idées, on a pu redémarrer l'essentiel de nos services. Alors quand je dis l'essentiel, c'est une petite partie, une partie importante, hein, l'instruction sociale, la paye et la finance en 2 semaines et demie. Quand on voit les temps d'analyse pour établir la timeline, faire le forensique et puis reconstruire lorsqu'on a une compromission quasi totale ou totale, ça demande une organisation et un dévouement des équipes sur leur voilà et qui doit se mettre en place très rapidement. Donc oui, il faut emmener les équipes avec nous et si tout le monde a bien conscience des enjeux, je pense que c'est plus facile. Déjà chapeau, hein, parce que encore une fois, hein, c'est d'abord et avant tout une aventure humaine. Je pense que tout ce que vous nous avez dit avant aussi en termes de préparation ça aide à souder parce que les gens sont aussi préparés d'une certaine manière et ils connaissent les enjeux, etc. Donc bravo quand même pour cette résilience et cette organisation. Peut-être pour conclure ce témoignage, pour les participants, si vous aviez 2-3 points à retenir en fait en termes de leçons vraiment de ce qui était bien, ce qui était moins bien, ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à se préparer. Si vous devez vraiment partager ou synthétiser ça en 3 points à retenir, ce serait quoi? Je vais reprendre un peu ce que vous disiez, hein. C'est comment limiter le risque d'attaque. Donc, c'est limiter la surface d'attaque.
techniquement, c'est un point. C'est pas seulement technique, hein, c'est aussi, ça passe aussi par l'accompagnement, la formation des agents, mais aussi techniquement un certain nombre de choses à mettre en œuvre pour limiter. Se préparer, ça c'est un point essentiel, toujours se préparer lorsqu'on a une crise. Ça vaut pour la cyberattaque, mais ça vaut pour d'autres crises. Hein. On sait bien que on peut être soumis à de l'incendie, à des inondations. Enfin, les risques sont multiples et on les limite. Mais voilà, c'est se préparer et préparer les équipes à ce type de crise. Voilà, je pense que c'est. Puis un point important quand même, je pense, c'est les partenariats. On s'est rendu compte qu'on n'était pas seul lors d'une cyberattaque, et en particulier le tissu d'entreprise local ou national sont souvent là pour apporter leurs conseils, leur expertise lorsqu'on est sur ce type d'incident. Donc, toujours entretenir voilà, un lien important pour d'expertise, de conseils. Tout ça, c'est un. Voilà. Je pense que c'est les points essentiels pour moi. Enfin, en tout cas, il y en a d'autres, hein, mais vous en oubliez 3. Dans le cas d'une cyberattaque, je pense que c'est la réactivité, qui compte. Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage, parce que c'est jamais facile aussi de parler de moments hein, où ça a été un peu difficile. Et puis, bravo encore une fois à vous et à votre équipe, hein, surtout pour la résilience et la gestion de cette crise. Et donc, justement, un peu en conclusion un peu de ce que vous avez présenté, de ce qu'a présenté Fabien, le but, c'est finalement de se préparer, d'anticiper, de comprendre, d'essayer de limiter finalement aussi la surface d'attaque, de partager entre nous. C'est un peu le but hein, de ces webinaires. Et puis, c'est le but après des autres documents ou supports qu'on vous propose. Donc, déjà, vous recevrez d'ici la fin de la semaine notre rapport sur l'état de la menace. Donc, ça reprendra un peu tout ce qu'a dit Fabien, beaucoup plus en détail. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième année qu'on publie ce rapport. J'espère qu'il sera utile. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et puis si vous avez des retours à nous faire aussi, n'hésitez pas. Et puis toujours dans cette préparation, dans cette anticipation finalement du risque, 3 autres éléments que vous pouvez aussi retrouver. La première, plutôt on va dire ludique, ce qu'on appelle la cybergazette que vous pouvez retrouver sur LinkedIn. Là, c'est un peu une revue de presse hebdo des grands sujets cyber du moment. Donc voilà, donc là, c'est plutôt pour un peu s'aérer et voir un peu ce qui se passe. Élément très important, pour le coup, de manière mensuelle, c'est le rapport mensuel de notre CERT, où dedans, vous retrouverez les vulnérabilités majeures du mois passé. Vous retrouverez aussi un certain nombre de bonnes pratiques d'aide, d'analyse sur des moyens de défense ou des moyens d'optimiser la gestion des incidents. Et on en parlait tout à l'heure, mais honnêtement, on est assez fiers et surtout, on a vraiment envie de les partager le plus possible. C'est les fameuses fiches méthodologiques que notre CERT a réalisées avec le CERT de la Société Générale, que vous pouvez retrouver donc sur notre GitHub. Vous avez le lien ici. C'est une vingtaine de fiches, chacune avec un type d'attaque et comment se préparer, comment réagir, quels sont les premiers gestes secours finalement à faire. Encore une fois, ces fiches, on les pense vraiment comme à grande valeur. Téléchargez-les, regardez-les, challengez-les, faites-nous des retours, partagez-les autour de vous. Voilà, je pense que le but ici, c'est de plus partager, savoir construire sur finalement les expériences qu'on a tous vécues à droite, à gauche. Voilà, on a répondu aux différentes questions, je pense, qu'on a eues. Je vous remercie pour votre présence. Je vais vous laisser aller déjeuner tranquillement. Merci à Fabien, merci à vous, Monsieur Torel, aussi d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, pour ceux qui sont inscrits, demain, on a notre dernier webinaire qui fera le retour de notre équipe audit pour comprendre quelles ont été les plus grandes vulnérabilités ou vecteurs d'intrusion qu'ils ont eu sur leurs différents tests d'intrusion. Et on aura un focus particulier aussi sur les environnements OT.
Voilà, donc je vous souhaite un bon appétit. À demain pour ceux qui sont là. Et puis pour les autres, on se croisera sûrement au FIC ou dans d'autres événements. Merci à tous.